Donc, pour ce rendez-vous, on l'a axé autour de l'API avec donc, nos deux membres en pays, experts pays du Club des partenaires. Donc, par rapport à ça, on va juste remettre en contexte le Club des partenaires de Medicine. C'est une action qu'on a montée avec Julien, qui est également présent aujourd'hui, avec donc des cabinets de conseil où l'objectif, ça a été de pouvoir travailler autour de 5 thématiques et identifier les bons partenaires pour vous accompagner au sein de Medicine. Donc, on a plaisir en stratégie et financement de l'innovation de collaborer avec les cabinets des consultants. En propriété intellectuelle, donc avec les cabinets ICOSA et Régimbo ici présents. En réglementaire, on a également le plaisir d'avoir Nexialist et Stratégical. Sur la verticale juridique, on est encore en train d'essayer d'identifier les bons partenaires pour pouvoir apporter aussi leur soutien. Et nous avons Finaxim pour le volet ressources humaines. Donc, en fait, ils interviennent dans la vie du pôle autour de 3 actions qu'on a identifiées, avec qui en fait on collabore avec eux de manière assez régulière. Tout d'abord, le Scan 360, qui est un parcours de diagnostic proposé aux adhérents, où l'objectif, c'est de pouvoir vraiment identifier vos besoins et durant un temps d'échange avec les membres du comité d'experts, avoir des premières recommandations sur vos problématiques. Vous pouvez également les solliciter via des diagnostics personnalisés et individuels. Donc, pour le coup, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé aussi pour avoir un temps d'échange avec eux. Et également, donc, sur l'objet de notre rendez-vous, les masterclass, où l'objectif, c'est de pouvoir vous sensibiliser sur des thématiques. Là, ce sera la thématique, donc, pays. Donc, on a organisé avec Barbara et Caroline et Jean-Robert ce rendez-vous autour de 4, on va dire, grandes parties. D'abord, une introduction pour remettre en contexte les enjeux de la propriété intellectuelle. Et également, il y a 2 cas d'usage. Le premier en imagerie médicale et IA, et le deuxième en objet connecté. Donc, par rapport à ça, je vais laisser maintenant la parole à Caroline pour commencer l'introduction. Est-ce que, Caroline, s'il te plaît, je te laisse faire le partage d'écran? Oui, avec le plus grand plaisir. Merci à tous. Merci à tous d'être là. Merci à Medicine de nous proposer d'intervenir aujourd'hui sur un sujet qui, en fait, est en train de changer complètement nos vies et en particulier notre santé. Ma blague, là, depuis quelques années, c'est de dire toujours que je ferai partie de la première génération des vieux les plus connectés du monde. Et effectivement, je crois qu'on voit bien dans cette slide que dans l'intelligence artificielle, en fait, intervient à peu près dans tous les domaines de la santé et beaucoup dans tout ce qui va être le chronique en particulier, hein, la prévention et le bien-être, et puis le diagnostic. Voilà, c'est 3 grandes aires que je voulais un petit peu mettre en valeur. Mais en tous les cas, on voit bien que voilà, il y aura énormément d'impact dans notre santé à venir. Alors, aujourd'hui, la question qu'on se posait, c'était de savoir en fait la question de la propriété intellectuelle avec les données de santé, avec l'intelligence artificielle, avec tout ça. C'est vraiment un sujet très, très à la mode. Et la question qui se posait, c'était de savoir un petit peu ce que disaient finalement les données de santé par rapport à tout ça. Alors, je vais partager juste un instant mon écran pour, s'il veut bien. Normalement, tu as la main. Oui, en principe, mais c'est mon écran qui n'a pas l'air d'être très content, qui n'a pas l'air de bouger. Alors, est-ce que mon écran veut bien? Excusez-moi, j'ai un petit souci d'écran. Voilà, on va partager avec celui-là. Voilà. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Super. Est-ce que tu peux, si c'est possible, le mettre en affichage plein écran? Je pensais qu'il y était. On a encore, on perd un peu, on a le bandeau. Si c'est possible. Vous avez le bandeau là? Ah oui, alors moi je ne l'ai pas. Ok. Écoutez, voilà. Donc en fait, l'Office européen des brevets vient de sortir un rapport là, le 20 octobre, une résolution, et qui confirme vraiment que les brevets peuvent protéger des inventions liées à l'intelligence artificielle. Alors c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que l'Office européen des brevets est un tout petit peu quand même à la traîne
par rapport à notamment l'office américain et aux offices asiatiques, en particulier l'office chinois. Il y a énormément de brevets qui ont été déposés dans ces pays et l'Office européen des brevets était dans une évolution, on va dire, un petit peu plus lente, bien que réelle. Et là, aujourd'hui, il y a une volonté forte de l'Europe de dire, eh ben voilà, quand on va avoir des inventions qui sont liées à l'AI, on va avoir évidemment une protection par le droit d'auteur sur tout ce qui est software, mais le droit d'auteur, finalement, ne protège que l'expression d'un programme informatique, et non pas les idées, les méthodes, les principes qui régissent ce programme. Et c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités en général. Donc aujourd'hui, il y a une reconnaissance qu'un nombre croissant de brevets reliés à l'AI sont délivrés et que tout ce qui est méthode mathématique, quand elles sont utilisées pour un but technique, vont être brevetables. Donc il y a une grande résolution qui dit, bon, maintenant en Europe, on est d'accord pour faire des brevets. On est archi d'accord, c'est écrit. Alors aux États-Unis, c'était déjà très fort. Hein. C'est en 2019 que nous avions eu un de ces magnifiques et célèbres tweets qui nous disait que les États-Unis allaient devenir voilà, l'empire de l'IA. C'est assez vrai quand même. Hein. C'est pas tout à fait vrai parce qu'ils sont un petit peu concurrencés par les Chinois, mais c'est assez vrai quand même. Et aujourd'hui, ce qui a été redit dans un rapport qui, pareil, vient de sortir en octobre, il dit que c'est une priorité stratégique américaine de faire que les États-Unis maintiennent leur leadership sur toutes les inventions liées à l'intelligence artificielle. Donc là, c'est dit, et c'est quelque chose qui est très fort dans la volonté politique américaine. Donc on est très heureux que la volonté européenne se soit exprimée en même temps. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur la position des offices, c'est oui, on veut bien breveter des inventions liées à l'intelligence artificielle, c'est tout à fait un mode de protection adapté. Et ça, c'est la première fois qu'on a vraiment un discours aussi clair. Voilà, je te passe la main. Du coup, Barbara, peut-être ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, tu départages ton écran, car voilà. Normalement, c'est bon. Ouais. Et moi, je suis censée partager le mien. Hop. C'est bon? Oui. Alors, donc, Ok, donc là, ce dont on va vous parler un petit peu avec Jean-Robert, ce sont quelques éléments statistiques sur la position brevet, le regard brevet en matière d'intelligence artificielle et de santé. Alors, ce n'est pas forcément exactement le reflet de ce qui se passe sur le plan du business, mais ça nous donne quand même de bonnes indications sur l'activité. Donc, première constatation, le nombre de publications de demandes de brevets au cours du temps dans le domaine biotech, pharma et medtech en association avec l'intelligence artificielle. Donc, on voit qu'à l'échelle mondiale, le nombre de publications augmente significativement et surtout depuis 2012, pour atteindre plus de 7000 familles référencées en 2020. Alors, 7000 familles, on peut dire que ça correspond à 7000 inventions différentes. En fait, la notion de famille dans le contexte brevet, c'est un ensemble, tout un portefeuille, un ensemble de demandes qui peuvent être dans plusieurs pays, mais qui vont servir à protéger une même invention, d'où l'assimilation une famille, une invention.
Et puis là, ce que l'on voit, le visuel que l'on a, ce sont les publications de brevets. Donc, qui dit publication brevet dit à 18 mois du dépôt de la demande. Du coup, ce que ce visuel traduit, c'est une augmentation sensible du nombre de dépôts depuis fin 2010 environ. Jean-Robert, est-ce que vous souhaitez ajouter un petit mot sur cette slide? Oui, juste effectivement sur le terrain, nous, on a surtout vu des progressions fortes de dépôts autour de l'IA, autour de 2015-2016. On a pu avoir par le passé des sujets IA, mais là où ça a commencé à devenir et à monter en puissance, c'est dans ces années-là, en particulier en Europe et au niveau de nos clients français. Je dirais qu'aujourd'hui, les demandes déposées dans les années 2016-2017 sont pour beaucoup non délivrées encore. Je regardais les statistiques, il y en a à peu près la moitié qui sont délivrées pour celles qui ont pu être déposées en 2015-2016. Évidemment, les plus récentes ne le sont pas. Donc, il y a beaucoup de demandes en cours et on est sur les premières décisions de l'Office européen des brevets sur le sujet, les premières prises de position depuis 1 ou 2 ans. Et puis, juste pour compléter également, vous voyez que la slide fait référence à une classe technique. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du monde des brevets, les brevets sont indexés, sont classifiés par les offices de brevets. Et là, il se trouve que l'Office européen des brevets a créé une classe spécifique pour l'intelligence artificielle. Elle n'est pas encore complète. Elle est alimentée au fil de l'eau et puis ils sont en train de reprendre les brevets antérieurs sur le sujet. Mais donc, c'est bien le signe qu'on a là un phénomène important, évidemment. Merci Jean-Robert. Donc, je poursuis ce visuel-là que vous avez donc sous les yeux. On l'a transformé en distribution géographique donc des mêmes publications de demandes de brevets au cours du temps. Et on reste, on l'a dit, domaine biotech, pharma, medtech, plus intelligence artificielle avec la classe dont Jean-Robert vient de vous parler. On voit que les territoires forts, donc vous les avez en couleur de plus en plus rouge. Les États-Unis, évidemment, c'est ce que nous disait Caroline. La Chine aussi, Caroline nous disait ça également. Donc, Chine, US et Chine sont au premier rang. Ensuite viennent l'Europe, le Japon. Et puis, l'outsider Corée du Sud qui finalement se développe de plus en plus sur le sujet. Donc, un retour d'expérience, Jean-Robert, à cet égard? Juste, dans ces stats, vous avez évidemment tous les acteurs confondus, donc probablement les gros acteurs. En Corée, on sait que tous les acteurs de l'électronique sont beaucoup sur l'intelligence artificielle et on les voit dans les publications de brevets sur le sujet médical. Aux US aussi, peut-être que la répartition serait différente si on s'intéressait purement aux startups. Il y a des pays comme Israël ou le Canada qui pourraient probablement monter en place par rapport à ce qu'on voit ici sur le tableau et qui sont plus importants que ce que reflète le tableau, en tout cas pour les startups. L'Inde aussi est un pays qui monte en intelligence artificielle, évidemment. Voilà, c'était mon principal commentaire. Mon deuxième commentaire, il est sur les chiffres de 2020. Là, on est sur des publications. 2020 et 2020 n'est pas terminé, évidemment. Et puis, vous avez, je pense que ce sont les publications des demandes déposées en 2019 et 2020 que vous voyez, et tout n'est évidemment pas publié pour 2019 encore.
évidemment, 2020, il n'y a pas de raison que ça soit publié aussi. Encore un point. Voilà. Très bien, merci Jean-Robert. On poursuit. Maintenant, toujours la vision brevet sur les inventions liées à l'intelligence artificielle. Donc ici, en abscisse, on a le nombre de familles brevets, donc toujours équivalent au nombre d'inventions, disons, à l'échelle mondiale. Et en ordonnée, on a la distribution par domaine technique, sachant que vous avez la catégorie principale qui est référencée ici, les medtech. Et puis ensuite, vous avez des sous-catégories, finalement, donc catégorie principale qui se subdivise ici. Donc, qu'est-ce que l'on constate? Arrivent en tête dans les medtech tous les outils et moyens pour le monitoring et l'imagerie. Finalement, les deux cas d'usage que l'on a choisi de présenter aujourd'hui reflètent bien cette distribution, cette réalité. Vous allez avoir un premier cas d'usage développé par Caroline sur NIOT et le deuxième cas d'usage, non c'est l'inverse, pardon. Premier cas d'usage développé, voilà, Jade me dit effectivement, premier cas d'usage développé par Jean-Robert et moi sur l'imagerie médicale et le deuxième cas d'usage, Caroline, sur les IoT. Alors là, sur cette slide, je me tourne vers vous, Caroline et Jean-Robert, si vous avez un retour d'expérience à partager ou si vous avez un commentaire sur cette tendance. Alors moi, mon commentaire, pour moi, il est assez peu étonnant qu'on retrouve les questions d'imagerie qui ont toujours été une grosse source de dépôt de brevets. L'IoT, on va être aussi sur des aspects matériels, télécommunications, qui sont là aussi identifiés depuis longtemps comme des sujets sur lesquels on dépose. Là encore, nous, je pense qu'on a vu et on voit également beaucoup d'autres sujets. En neurosciences, on en a vu. Drug discovery, on a pu en voir. Voilà, donc il n'y a pas les choses ne sont pas fermées, mais probablement que les deux premiers sujets sont plus liés à des thématiques sur lesquelles les gens ont l'habitude de déposer. Voilà, et puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, surtout cette dernière année, c'est qu'on a vu aussi on a vu aussi des logiciels de reinforcement, des choses comme ça. Donc une approche très mathématique, très logicielle, qui est arrivée avec des inventions qui sont voilà, très techniques, pas seulement applicatives. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que il y a encore 2 ans, moi, ce que j'entendais, c'était que finalement, la technologie intelligence artificielle était pas mal publiée et qu'après, tout le monde faisait des applicatifs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'évolutions sur le fond. Donc ça, c'est intéressant. Dans le domaine des sciences de la vie, de ce qu'on voit nous, on a vu énormément on va dire, de tout ce qui est gestion des patients à distance. Ça a été vraiment un gros boom aussi dans les inventions qu'on a pu apercevoir. Alors, ça peut être un petit peu en bien-être, ou alors en sortie d'hôpital, ou alors en prévention d'un deuxième AVC, ou alors ce genre de choses. Voilà, un petit peu qui est ressorti. Merci à tous les deux. On poursuit, voilà, ici, ce visuel, toujours vision brevet, on voit que dans le domaine du machine learning, ici, les sciences medtech finalement ressortent en number one. Donc, un commentaire là-dessus, Jean-Robert? Non, j'ai pas plus de commentaires. Non, c'était intéressant d'avoir ce chiffre Voilà. qui montre que Life Science et IA arrivent en première position. Caroline, quelque chose tu voudrais ajouter là-dessus? Ton son est coupé, Caroline.
On a perdu Caroline. Non, voilà, non, je suis là. Non, j'ai pas de remarque non plus particulière sur ce point. Il est certain que, en fait, la part de l'IA santé est en train d'augmenter. Et que, comme disait Jean-Robert tout à l'heure, très justement, ça avait été très présent déjà dans tout ce qui était télécommunications et on va dire un peu ce qu'on appelait autrefois l'IT. Et qu'aujourd'hui, en fait, IT et santé sont de plus en plus liés. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, il y a aussi une catégorie qu'on ne voit pas beaucoup. Mais c'est par exemple tout ce qui est lié aux essais cliniques, à l'utilisation de l'IA pour traiter les données d'essais cliniques ou pour inclure des patients ou tout ça, très très utilisé. Et ça, c'est des choses qu'on voit pas, enfin voilà, qui transparaissent pas beaucoup, mais qui sont aussi de plus en plus présentes. Merci Caroline pour cet éclairage. Là, je vais cesser le partage de mon écran puisque Jean-Robert va prendre la main sur la suite. C'est bon? C'est bon pour vous? Non, c'est pas bon pour moi. Alors. Moi, j'ai départagé C'est bon. normalement. C'est bon. Voilà, parfait. Alors, moi l'objet de cette slide est de vous dire que on a commencé par vous présenter des aspects reliés au brevet. L'intérêt, c'est qu'on pouvait facilement sortir des statistiques et puis c'est un sujet sur lequel il y a, je pense, chez les uns et les autres, beaucoup d'interrogations. La propriété industrielle, évidemment, elle ne se limite pas au simple dépôt de brevet. C'est un des outils et tout particulièrement dans vos domaines, dans les domaines de l'IA, on va avoir à faire appel à l'ensemble de la boîte à outils de la propriété industrielle. Il y a ce qui est déposé, vous connaissez les brevets, vous connaissez les marques, peut-être les modèles, mais les contrats vont avoir une importance dans votre domaine. Les bases de données, les logiciels sont évidemment des points clés. La protection de votre savoir-faire, la protection des données va être clé et c'est même presque dans certains cas plus important que les brevets eux-mêmes. Donc il va falloir jouer sur l'idée, c'est de jouer sur l'ensemble des outils qu'offre la boîte à outils de la propriété industrielle. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter à travers les cas d'usage qu'on a préparés. Si je passe l'autre slide, elle est là juste pour vous dire, finalement, vous avez des résultats et des développements qui vont se traduire par un certain nombre de documents chez vous, un certain nombre d'outils, des logiciels, la documentation. On parle là d'éléments techniques, mais également d'éléments commerciaux, des business plans, des informations de prix et autres. Tout ça, si vous voulez en faire des actifs valorisables, eh bien, ça suppose d'avoir une démarche propriété industrielle derrière pour identifier ou être dans les clous sur la protection des bases de données, être dans les clous sur la protection du savoir-faire qui maintenant fait l'objet de nouvelles dispositions, notamment en France à travers la loi sur le secret des affaires. Être dans les clous, évidemment, pour les aspects brevets et autres. Et donc, c'est à travers cette démarche propriété industrielle que vous arriverez à transformer vos résultats, vos développements en actifs et c'est la clé de la valorisation. On arrive à la fin de cette première partie. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté dans cette introduction. Alors, on a eu des questions, mais vous avez également répondu pendant cette séance d'introduction. Donc, la boucle s'est bouclée naturellement, si je puis dire. Et je vous propose peut-être qu'on parte sur le premier cas d'usage. Et comme ça, on pourra continuer, on va dire, avec le deuxième temps, peut-être avec un peu plus de concret, d'opérationnel derrière ça. Alors, le premier cas d'usage est dans le domaine de l'imagerie médicale et IA. Est-ce que j'ai manqué une slide là? Ah non, c'est après, d'accord. Donc là, on a pris
un exemple tout à fait fictif, hein, l'analyse de liaisons cutanées. J'ai peut-être des images d'apprentissage au début, des bases de données qui vont être constituées par les CHU, qui vont me servir à alimenter ma boîte noire d'intelligence artificielle. Ensuite, j'ai des praticiens qui vont utiliser les données d'entrée, donc les lésions, les images de lésions cutanées qui seront présentées. Et puis, après la phase d'apprentissage, et une fois le réseau de neurones constitué, je vais pouvoir avoir une classification des lésions grâce à l'outil que j'aurai réussi à obtenir avec mon apprentissage. Donc, on voit qu'il y a plusieurs intervenants dans cette boucle. Il y a certainement le patient, évidemment. Il y a le radiologue. Il y a l'informaticien, complètement à droite. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est un peu de voir ce cas d'usage à travers chacun de ces différents intervenants. Barbara, je vous laisse la parole. Alors, commençons par le premier intervenant qui est le patient. Qu'est-ce qui se passe pour le patient? Que pouvez-vous nous en dire? Alors là, on n'est pas encore sur de la propriété industrielle à proprement parler, mais évidemment, c'est un des acteurs clés du sujet. On va être sur les questions réglementaires, donc l'objectif ici, c'est pas de détailler et évidemment de rappeler quelques repères. Étant donné qu'on va être sur des images, on sera sur des données sensibles, des images médicales, on sera sur des données sensibles. Et donc, vous aurez évidemment besoin, pour ceux qui collecteront les images pour potentiellement les exploiter, du consentement du patient et puis de lui donner l'information sur la finalité de la collecte de données que vous pouvez faire, sur les tiers à qui vous pourriez transmettre. Tout ça, vous le retrouvez évidemment dans les articles 13 et 14 du RGPD. Mais c'est juste pour dire qu'il y a avant tout une première démarche à avoir vis-à-vis du patient et des éléments contractuels ou en tout cas d'accord à obtenir de sa part et à organiser. Donc, un consentement du patient et puis une information du patient. Voilà, exactement. Alors, ensuite, si nous continuons à décortiquer, on passe sur l'aspect côté médical, de quoi va disposer le personnel médical. Donc, ce sont les médecins, les cliniciens, les analystes, les radiologues. Que vont-ils avoir? Que vont-ils produire? Et qu'est-ce qui va être possible sur le plan de la propriété intellectuelle? Alors, le radiologue, le CHU, ils vont apporter les images. Éventuellement, ces images, elles seront labellisées. Évidemment, c'est toute la valeur de la donnée qui est en jeu à travers les bases de données ainsi constituées. J'ai mis sur cette slide les trois grands types de protection auxquels on peut penser. D'abord, il est important d'organiser le secret et la confidentialité par rapport à ces données, par rapport à ces images. Ça suppose de mettre en place des mesures de protection raisonnables, de limiter l'accès aux données, aux locaux informatiques, de mettre en place des mesures techniques de protection, les fameux DRM. Donc voilà, ça c'est une première partie. À côté, ce qui est très important, c'est évidemment la base de données que vous constituez, qui va représenter la valeur. Aujourd'hui, en France, on a une protection des bases de données à travers un texte qui prévoit une protection dite sui generis, qui protège essentiellement l'investissement consacré à la constitution de cette base de données. Donc, il faut être capable de tracer l'investissement matériel, humain, financier de la constitution de la base de données, qui a permis la constitution de la base de données.
être capable de justifier de l'investissement financier, de l'existence de la base de données elle-même. Vous avez des dépôts qui sont possibles, au même titre que les logiciels sont protégeables. On peut faire des dépôts auprès d'organismes comme l'APP ou Logitas sur les bases de données quand les dimensions de ces bases de données le permettent, évidemment. Et puis, vous avez une protection par le droit d'auteur, et on va redétailler un peu plus derrière, mais au moins sur l'architecture de la base de données, sur le code de fonctionnement de la base de données. Là, on est sur des choses relativement classiques sur lesquelles la recommandation, ça va être évidemment de faire au fil de l'eau des dépôts sur l'évolution de la base éventuellement, l'évolution du logiciel qui gère la base, si celui-ci évolue. Là encore, j'ai cité APP ou Logitas, mais évidemment, tout dans ces sujets, que ce soit pour les bases de données ou le droit d'auteur, tout moyen de preuve peut être utilisé. Donc, vous pouvez envisager d'autres types de dépôts que des dépôts à travers ces organismes. Simplement, là, vous avez des professionnels de la chose. Alors j'ai redétaillé… Pardon, Jean-Robert, allez-y. J'ai redétaillé un peu les choses en organisant un peu différemment, mais juste pour redire et resituer un peu le sujet. Donc, si je prends la base de données dans son ensemble, vous allez avoir les données elles-mêmes, donc les images, sur lesquelles il faudra évidemment avoir la démarche vis-à-vis du patient. Donc, c'est tout ce qui est RGPD et Code de la santé publique qui vous l'organise. Vous pouvez vous poser la question, quand vous constituez une base de données du droit d'auteur, sur les images ou sur les données que vous rassemblez. En l'occurrence, sur des images de radiologie, la doctrine est relativement unanime pour reconnaître qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'y a pas… on considère que ce sont des images qui sont techniques et qui ne relèvent pas de la protection par le droit d'auteur. Par contre, si vous étiez sur des photographies d'art ou d'autres types de photos que vous réunissez dans une base, à ce moment-là, il faut effectivement se poser la question du droit d'auteur. C'est pour ça que je me suis permis de le remettre ici en rappel avec un point d'interrogation. Et puis les données, la base de données que vous allez constituer, elles vont être protégées par ce droit sur les bases de données dont on parlait tout à l'heure, par le droit du producteur de la base qui doit pouvoir démontrer un effort, un investissement pour la constitution de la base et qui est protégé contre des extractions, y compris partielles, qui seraient faites sur la base qu'il a constituée. Sur les algorithmes qui tournent sur la base de données, il y a peut-être du secret, du savoir-faire à prévoir. Des brevets, on en a vu quelques-uns sur les bases de données. Ce n'est pas là où je verrais finalement une vraie valeur ajoutée. Donc, on peut quelquefois penser à des brevets sur les algorithmes qui gèrent les bases, mais ou sur des architectures. C'est pas forcément ça que je chercherais, moi, à protéger en premier, ou c'est pas là-dessus que je mettrais le plus d'efforts. Et évidemment, on a dit logiciel, donc protection par le droit d'auteur logiciel, et des dépôts là où c'est possible, ou au fil de l'eau en tout cas. Et puis tout ça, évidemment, en parallèle, vous allez le gérer avec un cadre contractuel. Le secret, le savoir-faire, par exemple, vous allez le matérialiser à travers des NDA, à travers des obligations de confidentialité avec vos salariés, à travers ce que vous prévoyez avec vos partenaires, dans la façon dont ils peuvent utiliser les résultats des études que vous menez ensemble. Donc tout ça, ça s'organise contractuellement, évidemment.
je l'ai mis sur l'ensemble puisque vous pouvez être amené à donner des licences de vos logiciels, à transférer vos données. Et donc, tout ça, il faut l'avoir en tête dans votre gestion de la propriété industrielle. Voilà, je continue sur… je vous laisse la parole, Barbara. Non, il s'agissait juste de revenir sur les acteurs. On a parlé du côté patient, on a parlé du milieu médical et maintenant la question c'est comment les choses se passent du côté de l'acteur IA, de quoi dispose la start-up, la PME, qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle peut protéger. Alors, je vais retrouver trois des outils dont on a déjà parlé, le secret et la confidentialité. Pardon, deux des outils et puis on s'arrêtera un peu également sur les aspects brevets. Donc le secret et la confidentialité vont être évidemment probablement au cœur de la protection. Finalement, la base d'apprentissage elle vous aura permis de développer un réseau de neurones. Les poids, les biais du réseau de neurones, sont des informations confidentielles. C'est une boîte noire qui, a priori, fait toute la valeur et qui devrait être plutôt organisée à travers le secret et la confidentialité. Et on verra tout à l'heure que ces poids et ces biais, le réseau de neurones lui-même ne peut pas faire l'objet d'un brevet, même si derrière, on peut protéger un certain nombre de choses autour de l'intelligence artificielle qui aura pu être développée, mais certainement pas l'outil mathématique lui-même à travers le brevet. Et puis la protection logicielle, elle va surtout correspondre à une protection peut-être du logiciel qui aura permis, qui sera utilisé pour l'apprentissage. Donc là aussi, j'ai remis des dépôts du code, dépôt des autres documents accompagnants, à l'APP, chez Lositas, etc. Un petit focus sur le savoir-faire et le secret des affaires. Ce sont des dispositions qui sont récentes puisqu'elles remontent à 2018 en France. Voilà plusieurs façon de l'organiser, ce secret des affaires et cette protection du savoir-faire. Vous allez évidemment avoir besoin de le traduire dans le cadre contractuel. Donc, on a déjà évoqué les NDA, les clauses de confidentialité dans les contrats de travail, évidemment les autres contrats. Les textes vous parlent de mesures de protection raisonnables. Typiquement, si vous avez mis en place des NDA, des clauses avec vos partenaires, vous avez, nous donne les premières indications de jurisprudence, 43 fois plus de chances de voir considérer que l'entreprise a mis en œuvre des mesures raisonnables, des clauses de confidentialité dans les contrats de travail, 25 fois plus de chances. Donc tout ça, c'est tiré du document qui est cité juste au-dessus, Gonzaga Law Review 2009. La formation des salariés est également importante, et puis l'organisation d'un accès restreint, d'un accès matériel aux données, 18 fois plus de chances. Ça commence par peut-être des accès aux locaux et une organisation évidemment derrière aussi informatique permettant d'avoir les DRM qui sont bien en place là où il le faut et des droits d'accès limités en interne. Évidemment, tout ça, nous disent les textes, tout ça doit être adapté aux circonstances, à la taille de l'entreprise, au sujet, à l'historique. Mais enfin, il faut avoir une démarche. Et là, on a quelques clés à travers les points qu'on citait au-dessus, qui sont probablement assez faciles à mettre en œuvre et auxquels il faut penser un peu systématiquement. Et puis, derrière, ce savoir-faire,
il faut être capable de démontrer qu'il existe et il faut être capable de démontrer qu'il a une valeur économique. C'est là aussi ce que nous disent les textes. On retrouve d'ailleurs des choses qui sont assez proches de ce qu'on a sur les bases de données. Hein. Et donc, l'idée, c'est de suivre dans le temps la façon dont vous investissez sur ce savoir-faire. Et on a développé chez Regimbaud une petite méthodologie où on va, avec nos clients, tracer la façon dont les documents qui sont associés au savoir-faire, les outils qui sont associés au savoir-faire, de façon à être capable de matérialiser ce savoir-faire. On va également tracer les coûts dans le temps, les coûts historiques, peut-être, tout ce qui a permis d'accéder, d'arriver à ce savoir-faire. Pour certaines sociétés, ça peut remonter à assez loin, mais c'est ce qui participe aussi à la valeur, c'est une capitalisation. On va également avoir une approche avec nos clients où on va aider à appréhender ce que sont les coûts de reconstitution. Et puis toute cette valeur historique ou ces coûts de reconstitution, après on va les faire passer dans une moulinette où on va prendre en compte un certain nombre de caractéristiques du savoir-faire en question ou d'éléments de savoir-faire. Tout ça, ça se découpe éventuellement par sous-thématique, mais on va être capable on va identifier si le savoir-faire en question est un savoir-faire verrou qui bloque, qui est un passage obligé pour ceux qui veulent se mettre sur le sujet, une techno-clé, une innovation, est-ce qu'il est capable d'être transposé dans d'autres domaines? Tout ça, on voit bien que ça va contribuer à donner de la valeur au savoir-faire. Par contre, c'est peut-être un savoir-faire qui s'est dévalué dans le temps. Est-ce qu'il y a une obsolescence? Là, ça va être plutôt un paramètre qui va venir pondérer dans l'autre sens. On va apprécier la rareté du savoir-faire. Est-ce qu'il a déjà été partagé ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est peu commun et que peu dans la sphère des professionnels maîtrisent. On va apprécier les avantages commerciaux, etc., du savoir-faire. Tout ça pour en sortir potentiellement une valeur commerciale pour le savoir-faire en question, et se rattacher à cette loi sur le secret des affaires qui vous dit que vous devez être en mesure de démontrer évidemment l'existence d'un savoir-faire, et puis derrière, qui vous dit que vous êtes en mesure de démontrer que vous avez pris des mesures de protection adaptées, ça c'est ce qu'on voyait avant, et qu'il y a une valeur commerciale sur votre savoir-faire. Et donc l'idée, c'est à travers tous ces éléments, d'avoir un suivi dans le temps qui permet à tout moment de démontrer que quelqu'un qui se serait approprié votre savoir-faire, soit qu'un salarié indélicat part de chez vous avec le savoir-faire en question, soit que quelqu'un se soit introduit chez vous et il y a eu accès alors qu'il n'aurait pas dû. Tout ça vous permet des actions et vous permet de vous mettre dans le cadre de la loi sur la protection sur le secret des affaires. Un mot sur les brevets, qui était notre introduction, mais sur lequel là on va s'arrêter sur deux exemples. Je l'ai dit tout à l'heure, les réseaux de neurones sont finalement uniquement des fonctions mathématiques. C'est des poids, des biais, c'est purement abstrait. Et donc, en tant que tel, ce sont des objets qui sont considérés comme exclus de la brevetabilité. Néanmoins, comme le rappelait Caroline tout à l'heure, l'Office européen des brevets, l'USPTO, ont donné un certain nombre de guidelines sur le sujet. Aujourd'hui, dès que vous êtes sur une technologie ou une utilisation
qui va permettre de contribuer à une finalité technique. Donc là, j'ai une analyse d'image de lésion. Je vais peut-être avoir comme finalité technique d'avoir une meilleure qualité de la classification des lésions. Une autre finalité technique, ça peut être d'avoir une base d'image d'apprentissage relativement limitée, de pouvoir fonctionner malgré tout avec cette base d'image d'apprentissage de petite dimension. Dès que je suis avec une finalité technique, je peux me poser la question d'un dépôt de demande de brevet. Alors après, je me retrouve avec les critères classiques de la brevetabilité, que sont, comme vous le savez peut-être, la nouveauté par rapport à l'art antérieur. Évidemment, il faut que ce que je cherche à protéger soit nouveau et n'ait pas déjà été proposé. Et puis, qu'il y ait une activité inventive. Je ne suis pas juste en train d'utiliser des briques en tant que telles. Je vais évidemment apporter quelque chose en ayant fait en ayant fait œuvre innovante et donc en allant plus loin que juste une simple juxtaposition des briques qui pouvaient exister. Je peux avoir des briques, je peux utiliser des briques qui existaient évidemment, mais si j'arrive il faut que je sois en mesure d'exprimer que je vais plus loin que ce qui s'était fait dans l'art antérieur et plus loin que ce qu'on pouvait attendre dans l'art antérieur. Et donc aujourd'hui, ce qu'on trouve assez facilement dans les brevets délivrés à l'OEB ou à l'USPTO sont des brevets qui vont peut-être porter sur la méthode de classification des images, sur la méthode d'apprentissage. Quelque part dans ma revendication je vais peut-être avoir le réseau de neurones, même certainement, sur vos sujets, mais en tout cas, c'est l'ensemble de la méthode de classification qui sera protégeable, la méthode d'apprentissage, et puis peut-être tout ça par rapport à un contexte donné. Les pré-traitements, évidemment, dans ces domaines d'imagerie sont essentiels. Segmentation, augmentation, etc. Tout ce à quoi les gens du domaine peuvent penser. Et puis, je vais avoir l'ensemble du traitement, l'ensemble du pipeline qui va être évidemment potentiellement revendiqué. Je passe juste derrière à un exemple. Là, vous avez un exemple de formulation d'un brevet qui vient d'être délivré. Finalement, c'est un suivi, une détection. On cherche à faire une détection de lésions sur des vaisseaux sanguins. On utilise des images tomographiques. On est sur des choses relativement classiques au début. Et ce qui va être, vous voyez que le brevet, j'ai essayé de mettre un peu en exergue les deux caractéristiques qui avaient amené à une délivrance. Va surtout chercher à protéger, dans le cadre de cette application détection de lésions vasculaires, les deux dernières étapes et la façon dont le réseau RNN est obtenu à travers donc l'étape où on vous dit qu'on transforme les images 2D dans un vecteur. Je vous passe les détails techniques. Et puis ensuite, on passe à l'étape de classification en utilisant un entraînement et un réseau bidirectionnel RNN. Et donc ça, c'est le cœur du brevet en question. C'est la façon dont finalement on enchaîne les étapes dans l'ensemble du traitement qui est ici qui a été le cœur de ce qui a amené une délivrance sur ce brevet. Donc, des brevets sur des réseaux de neurones, ça existe. Il faut que ce soit dans un cadre applicatif. C'est le cas ici. On est sur des traitements d'images et donc il n'y a pas de discussion sur le fait qu'on est sur un terrain potentiellement brevetable. On n'est pas sur des exclusions de la brevetabilité. Et ce qui va être important, c'est la valeur ajoutée de l'innovation qui est proposée. Évidemment, je ne peux pas me permettre
revenir simplement en disant à l'OEB, j'utilise un réseau de neurones et j'ai des meilleures images. Non, là, c'est la façon dont on utilise le réseau de neurones et les étapes intérieures qui sont protégées, donc les différentes étapes de traitement que vous voyez à la fin. Je vous donne un autre exemple, c'est un brevet alors qui a été délivré, c'est pour ça que je l'ai choisi. On n'est pas exactement sur des traitements d'image, mais on est sur les mêmes types. Le message est le même. Hein. Là, en fait, on est sur un traitement qui était destiné à permettre de sécuriser des échanges de données entre hôpitaux, de sécuriser des échanges où on voudrait, entre praticiens, être capable d'échanger des réseaux de neurones ou des paramètres autour des réseaux de neurones, sans évidemment que ça ne relève ou révèle d'informations sur la base de données d'apprentissage. Et donc, vous avez un traitement particulier qui, dans la méthode d'apprentissage, vous permet de constituer un réseau de neurones modifié, qui est en gros un réseau de neurones dans un domaine chiffré, qui va vous permettre de fonctionner ensuite avec les données chiffrées elles-mêmes, et ce qui va assurer une totale confidentialité. Les données et les réseaux de neurones échangés sont totalement chiffrés. Là, on a, dans ce cas-là, sur le brevet en question, revendiqué le procédé d'apprentissage. Si vous avez la curiosité d'aller voir le brevet en question, ce sont des étapes successives. C'est celle que vous avez sur la figure de droite de la slide qui est affichée. Et puis, donc, le procédé d'apprentissage et ensuite le procédé de classification qui utilise le réseau de neurones obtenu. Alors, évidemment, ce n'est pas formulé uniquement comme ça, c'est beaucoup plus détaillé, mais voilà le type de dépôt qu'on peut faire sur des réseaux de neurones à proprement parler. Donc, on voit que là, on est sur deux exemples où j'ai vraiment un apport technologique fort sur le traitement autour du réseau de neurones. Et c'est ça qu'on peut facilement mettre en musique dans un brevet. Évidemment, la question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est est-ce que ça va être clé? Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire la différence par rapport à mes concurrents? Est-ce que c'est des choses qui vont rester dans le temps? Et si ce n'est pas le cas, il y a certainement à se poser la question de savoir si l'investissement brevet mérite un dépôt, où on peut toujours faire en tout cas des dépôts locaux limités à certains pays, mais des dépôts plus larges avec un nombre de territoires importants, il y a probablement un compromis à faire et des stratégies à bâtir au cas par cas en fonction de l'importance vue autour du sujet technique et puis voilà ce qu'on peut mettre derrière en financement d'une campagne de dépôt autour du sujet. Voilà pour un premier cas d'usage médical que je voulais au départ essentiellement autour de l'imagerie. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Oui, Jean-Robert, nous avons deux questions. Alors, on va laisser peut-être la parole donc à Madame Anne Kinsenberg de la PHP pour poser sa question. Normalement, vous pouvez ouvrir facilement le micro et vous joindre à nous. Et après, nous avons également une deuxième question. Au cas où. La première question était la suivante. Si les données images qui sont annotées, est-ce qu'il y a un droit d'auteur dessus? Alors, pour moi, il n'y en a pas. On est sur des données techniques. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'évidemment, qu'il n'y a pas de valeur. Hein. Et ça va être toute la valeur et toute la discussion
autour de la valeur des données. Au contraire, le fait qu'il y ait déjà une classification, une qualification par les radiologues est essentiel. Bonjour, vous m'entendez? Je suis Angela Oui. Mavoine. Oui, excusez-moi, je parlais dans le micro du téléphone et non pas dans celui de l'ordinateur. Je vous remercie effectivement pour votre retour. C'est vrai que je me posais la question, parfois nous avons vraiment des experts qui annotent les images de manière très, très pointue. Et donc, du coup, je me posais vraiment la question de savoir si il y avait des droits d'auteur compte tenu de cette expertise qui leur est très propre. En fait. Mais je pense que vous venez de me répondre. Merci Anne pour votre participation. Est-ce que vous avez une autre question qui en découle ou c'est bon pour vous? C'est bon pour vous. Et la deuxième question était au sujet de la contrefaçon. Est-ce qu'elle est facilement détectable sur les brevets associés à l'IA? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, détectable, pas forcément, évidemment, ça pourra être compliqué d'avoir l'information. Après, ce qu'on voit beaucoup, c'est une problématique un peu classique dans le domaine de l'informatique. C'est finalement une information qui est partagée entre professionnels. On sait qu'un tel utilise telle ou telle technique. Certains même en font des publications. Et par conséquent, une fois qu'on a cette information, on a la possibilité d'agir assez facilement en contrefaçon. En France, vous savez qu'on a cette fameuse procédure de saisie contrefaçon, mais dans les pays anglo-saxons, on va avoir les procédures de discovery où chacun va mettre sur la table tous les éléments qu'il a autour de la contrefaçon supposée. Donc, une fois qu'on a un début d'éléments de preuve, on arrive assez vite à avoir l'ensemble des informations. Si je peux intervenir aussi sur ces deux questions, sur le droit d'auteur, c'est une question très intéressante parce que, en fait, qu'est-ce que c'est un droit d'auteur? C'est une œuvre de l'esprit qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. D'accord? On peut très bien imaginer qu'il y a des œuvres d'art qui soient basées sur des images médicales. Il y en a déjà, il y a des films d'images médicales qui sont absolument magnifiques. Est-ce qu'une annotation en tant que telle génère une empreinte réellement de la personnalité de son auteur? Il y a différents types d'annotations. Il y a celles qui sont, on va dire, quasiment classées, codifiées, tout le monde fait pareil. Voilà, donc là, il n'y a pas d'originalité. Il peut y avoir, dans certains cas, des présentations d'informations qui sont assez originales. Dans ce cas-là, la question se pose réellement. Donc ça, c'est un premier point. Sur la contrefaçon, tout à fait, enfin, sur les brevets d'AI comme sur les brevets de logiciels en général, très souvent, quand il y a une situation de contrefaçon, il va y avoir une expertise. Et dans cette expertise, on va pouvoir déterminer finalement si les fonctionnalités qui sont protégées par le brevet sont reproduites. Très souvent, il y aura une expertise. Et effectivement, l'expert va y arriver. Merci Caroline pour le complément d'information. On a une nouvelle question de la part de Monsieur Hervé Guillemet. Est-ce que vous souhaitez vous joindre à nous pour poser votre question? Ok, alors il m'indique que son micro ne marche pas, donc je vais faire la porte-parole. Les académiques partenaires d'un projet souhaitent souvent publier sur l'invention. Les journaux demandent en général que les résultats soient reproductibles, donc poids publié. Quels sont vos conseils sur la stratégie dans ce cas? Alors, évidemment, c'est vraiment la règle d'or en matière de dépôt de brevet. Hein. Si vous devez déposer un brevet, il faut que le dépôt soit fait avant toute publication et je dirais même avant que le projet d'article ne soit envoyé au référé. Hein. Après, il y a plusieurs approches possibles.
sur la publication, certains aiment bien se donner un an de plus avant de déposer, de façon à pouvoir revenir sur l'invention et à faire de nouveaux dépôts sans être perturbés par des publications qui auraient été faites de façon intermédiaire. Et donc, certains ont pour politique d'interdire toute publication jusqu'à un an après le dépôt de brevet qu'ils ont pu faire. On sait quelle est la pression autour du monde de la recherche pour publier, donc là aussi, ce sont des compromis à trouver. Dans beaucoup de cas, on aura des publications assez vite après un premier dépôt. Sur le caractère reproductible, ça rejoint, nous, ce dont on a besoin dans un brevet, c'est-à-dire que dans un brevet, on va avoir besoin d'une description complète et d'être capable de lier les étapes de traitement qu'on aura mis en avant dans les revendications ou dans le brevet lui-même aux résultats qui sont normalement ceux attendus et qu'on aura présentés. Donc, il faut être capable d'avoir une certaine certitude sur le fait que les étapes en question vont permettre d'accéder à ces résultats. La formulation que vous donnez à vos étapes permet de toute façon d'arriver au résultat et à améliorer les choses au résultat technique que vous mettez en avant. Donc, évidemment, on a tendance dans les descriptions de demandes de brevets à aller assez loin. Dans les deux exemples que je vous ai donnés, on est sur des textes qui font chacun une quinzaine de pages de description dans lesquelles on rentre dans les équations. Évidemment, on ne rentre pas dans les poids du réseau de neurones à la fin, mais on rentre certainement dans les équations des différentes étapes du type de celles qui sont présentées à droite sur la figure. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Au besoin, la question sera reposée ou même complétée. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez d'autres questions qui ne sont pas forcément abordées pendant la séance, à me les communiquer et je pourrai après les orienter vers Caroline, Barbara et Jean-Robert pour un complément de réponse. Peut-être Jean-Robert, en synthèse de cette partie, est-ce que vous avez peut-être des bonnes pratiques à conseiller à nos adhérents, un peu une synthèse de ce qu'il faut retenir dans le cas imagerie et data? Alors, moi, je dirais que c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu partout, mais il faut certainement avoir une stratégie et s'arrêter en se demandant est-ce que j'ai traité la question contrat, est-ce que je traite au quotidien la question du savoir-faire et du secret, qu'est-ce que je veux breveter, et cette stratégie, il faut la déployer dans le temps, c'est-à-dire avoir régulièrement des points où on va se demander avec les équipes où on en est autour de tel sujet. Est-ce qu'il y a des nouvelles dispositions à prendre? Est-ce que peut-être qu'on a avancé sur une solution technique particulière? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais du savoir-faire interne? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je dépose une demande de brevet dessus? Est-ce que j'accepte de publier? Donc pour moi, c'est vraiment ça la clé. C'est savoir où on va et le faire dans le temps. Super, merci beaucoup pour ce premier retour. Est-ce que Barbara, tu souhaites compléter peut-être ce tour et puis après on donnera donc la parole et également le partage d'écran à Caroline pour le deuxième cas d'usage? Non, je ne vais pas apporter plus que la valeur d'expert, la voix de l'expert de Jean-Robert en fait. Super, merci beaucoup. Donc, Caroline, maintenant, on te donne la parole donc, pour faire ce deuxième cas d'usage sur les objets connectés. Voilà, donc je vais partager l'écran. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien et on voit l'écran, c'est parfait. Voilà, je vais essayer de faire cette fois-ci un petit peu plus en plein écran. Ça a l'air de mieux marcher. Très bien, donc le deuxième cas d'usage, ça va être un cas d'usage sur les objets connectés. Et je remercie beaucoup Jean-Robert d'avoir fait une
une transition tout à fait réelle sur, finalement, il faut vraiment se poser la stratégie de protection et puis la stratégie plus globalement de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que bon, ben, je vais peut-être protéger, acquérir des droits, qu'est-ce que je vais en faire aussi après? Et donc ça va être extrêmement important. Alors, est-ce que… Ah, ça ne veut plus bouger, oui. Alors, sur les objets connectés, ça s'appelle l'Internet des objets. Donc, IoT en anglais. Et alors, d'avance, je vous prie de m'excuser parce qu'il va y avoir pas mal d'anglais, en fait, dans les slides. L'Internet des objets, c'est en général des objets, pour commencer, et des objets donc connectés, pour continuer. Jusque-là, je pense que vous me suivez. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme objet? Il va y avoir des capteurs, des actionneurs et des systèmes de communication en général. Ils vont être souvent intégrés dans des objets physiques. Alors, l'objet physique peut être, on va dire par exemple, un patch, mais ça peut être aussi simplement l'iPhone. Et le téléphone, le smartphone, et il va permettre de suivre et de contrôler ces objets. Alors, le capteur, tous ces capteurs, ils vont gérer vraiment 3 grandes questions. Ça va être de récupérer, de mesurer, de récupérer des données, de les transférer, et puis de les analyser, de les utiliser. D'accord? Alors, plein d'objectifs, de l'aide au diagnostic, de l'amélioration du suivi des patients, et par exemple aussi le fait d'éviter les chutes dans la rue, de pouvoir porter secours aux gens plus rapidement, plein d'autres choses qui tournent autour de la santé, et puis bien entendu de l'amélioration de productivité, des choses comme ça. Alors, que pensent un peu les autres des objets connectés? Ils disent, ben voilà, en fait, les objets connectés, ça fait déjà un petit moment, en fait, qu'ils existent, et pour les caractériser, on va dire qu'il faut de la connectivité, de la personnalisation, un peu d'intelligence, et puis le fait que les objets soient tagués, c'est-à-dire qu'il y ait des objets, on va dire, étiquetants. Alors, plusieurs concepts. L'objet connecté, il va peut-être servir à s'identifier lui-même. Par exemple, vous avez une cage intervertébrale dans le dos, parce que vous avez des petits soucis de tassement de vertèbres, et la cage va être connectée pour dire régulièrement « Bonjour, je suis là et je suis toujours en bonne forme ». Une cage intervertébrale, ça subit des pressions très très fortes. De temps en temps, il y en a qui se cassent. Le fait de savoir l'état de la cage est fort utile. Et si on peut suivre un petit peu ça aussi pour le médecin très facilement, d'avoir des alertes, c'est bien pratique. La deuxième chose, c'est qu'on peut savoir où l'objet se trouve. Donc, ça peut être très important dans beaucoup de situations. Mais par exemple, je prends l'exemple d'un pacemaker connecté qui va permettre immédiatement de localiser la personne et de localiser où se trouve l'objet. La géolocalisation est extrêmement utilisée dans les objets connectés. Le troisième point, c'est d'aider les objets à communiquer, donc leur état et leur propriété, donc on a déjà un peu parlé, puis de rendre les objets aussi, on va dire, sensibles à leur environnement. Donc tout ça, c'est le point de vue de l'Union internationale des communications. Ça s'applique, comme vous le voyez, parfaitement bien à la santé. Je suis allée chercher après le point de vue de Thalès qui s'intéresse aux objets médicaux. Hein, donc j'ai laissé l'information Thalès en anglais parce que c'est l'information Thalès, donc je ne me suis pas permis de traduire. Mais en gros, qu'est-ce que ça dit? Un petit peu la même chose. Hein, de la connectivité fiable, c'est mieux, oui. Surtout de la compliance, comme on dit ça en français, conformité, avec GDPR par exemple, mais avec pas mal d'autres standards aussi. Le fait que l'objet connecté, il doit durer un petit moment quand même. Alors c'est vrai, quand on a une montre connectée qu'on a acheté un petit prix, on est quand même content qu'elle dure un petit moment, c'est important. Et puis que ce soit facile à utiliser. Donc ça doit être facile pour tout le monde. Ça doit être facile, par exemple, pour les patients et les médecins de se connecter, pour les environnements médicaux, les aidants, par exemple, d'être connectés facilement avec l'aider. Et donc, la facilité et l'ergonomie d'utilisation, c'est un point important. Donc ça, c'est très intéressant.
Parce que déjà, on a des gens qui nous disent voilà un petit peu finalement les points clés de ces objets connectés. Alors, ça n'a échappé à personne et il y a déjà beaucoup de brevets dans les IoT. Alors, je vous ai mis là des chiffres qui rejoignent tout à fait ceux que Barbara présentait tout à l'heure. Alors, j'ai trouvé plein de chiffres et quand vous regardez toutes les sources américaines, vous voyez que ce sont les Américains qui dominent la situation. Quand vous regardez toutes les autres sources, il y a un petit doute sur le fait que ça pourrait être les Chinois. Bon, moi je ne rentrerai pas dans ce débat, vous m'autoriserez ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont les plus présents, tous les deux, et ça va devenir très important de bien connaître, en particulier, des éléments qui vont être parfois divulgués surtout en langue chinoise. Donc un petit défi pour nous tous. Alors, comment est-ce qu'un acteur européen peut se positionner dans les objets connectés? Alors, j'ai comparé ça à un billard à 3 bandes. Je ne sais pas si vous aimez bien jouer au billard, mais moi j'aime bien. Et donc, quand on joue au billard, on a souvent une boule rouge et puis une boule blanche marquée, ou alors une boule jaune et une autre boule blanche. Et alors, finalement, ça reste vraiment 3 éléments clés du jeu. Et dans ces 3 éléments clés du jeu, j'ai voulu les comparer à 3 éléments clés de l'objet connecté. Donc, l'objet connecté, ça va être l'objet lui-même, donc hardware, les logiciels pour tout ce qui est connectivité, etc., et pour le fonctionnement, software, et puis la data qu'on prend derrière. Alors, en Europe, est-ce qu'on s'est déjà occupé de tout ça? Ben oui, on s'en est fort bien occupé et on a nos petits champions européens aussi, Siemens, GE, Philips. Voilà, il faut savoir que ces 3 sociétés sont très citées partout, avec une petite place supplémentaire pour GE, qui est citée quand même dans les rapports américains, sur le fait que, qu'ils ont pris leur place dans la grande course au brevet sur les objets connectés, l'intelligence artificielle et tout ça. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est que la protection sur un hardware? Mais sur un hardware, je vous ai pris un exemple qui est un glucomètre. Je crois que mes slides ne sont pas dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave. Le glucomètre, il y en a plusieurs, des glucomètres. J'ai l'impression qu'il y a encore. Voilà. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un petit objet qui va vous servir à prendre une petite goutte de sang au bout du doigt pour calculer le taux de glucose, la glycémie que vous avez dans le sang, et savoir si vous n'êtes pas finalement en train de faire une hyperglycémie qui pourrait nécessiter une injection d'insuline. D'accord? Donc, on voit qu'il y a il y a plein de glucomètres qui existent, et sur Internet, j'ai trouvé une petite liste qui dit voilà tous les 7 meilleurs. Bon. Soit je n'ai aucun avis particulièrement là-dessus, je ne suis pas diabétique, je ne connais pas très bien l'usage quotidien d'un glucomètre, mais je vois que pour chacun d'entre eux, il y a eu une petite caractéristique. Alors le mieux, le premier et le dernier, ils sont mieux pour tout. Bon, ils sont mieux pour tout, c'est parfait. Mais on dit pourquoi est-ce que c'est mieux? Parce que voilà, quand on se pique le doigt, ça fait moins mal, par exemple. Ah, très bien. Donc là, on peut déjà imaginer qu'il doit y avoir un petit système d'aiguilles ou de micro-aiguilles un peu sympa. Le mieux pour voyager, parce qu'on peut récupérer et enregistrer beaucoup de résultats. Donc, si on est loin de ses bases et qu'on n'a pas d'ordinateur, eh ben, il est bien. Le mieux pour la maison, parce que les tests sont vraiment bien. Le mieux pour toutes sortes de choses. D'accord? Donc, j'en ai pris 3 et j'ai dit, très bien, comment est-ce que ça a été protégé, ça? Alors, on peut voir qu'il va y avoir des brevets sur l'analyse de la mesure, des brevets sur typiquement la petite bandelette, là, le point of care, tout le système, on va dire, nomade. Des brevets sur, donc, une fois qu'on a fait la prise de mesure, sur l'analyse de la mesure, sur l'enregistrement de la mesure, sur le fait qu'il n'y a pas qu'un seul capteur, mais peut-être d'autres capteurs, par exemple des capteurs piézo, sur la gestion des données. Et il y a même des brevets sur le fait de mettre à proximité les petites bandelettes, les aiguilles et
et le petit boîtier de mesure. Et puis, il y a des marques aussi et beaucoup de design patents. Alors, je voudrais juste m'arrêter une petite seconde sur le design patent parce que c'est un droit qui est très, très, très utilisé depuis la grande bataille entre Apple et Samsung sur, vous savez, ce petit quart de rond de l'iPhone qui n'est en fait pas un quart de rond, mais le résultat d'une fonction mathématique importante. Alors, sur cette partie-là, qu'est-ce qui va s'être passé? C'est que juste avant de dégainer son iPhone, Apple a déposé une quantité de dessins et modèles. Et quand Samsung est arrivé après, Samsung voulait s'adapter aux coques, etc. Et donc a pris un peu les mêmes tailles, les mêmes présentations. Et ça a fait une bataille juridique terrible qui a abouti à des dommages et intérêts de 539 millions de dollars à payer par Samsung. Alors, du coup, eh bien, depuis cette période, qui date d'à peu près 2 ans, les dessins et modèles sont très à la mode. Et effectivement, c'est un droit qu'il ne faut pas oublier quand on a quelque chose de physique. On peut avoir de l'AI associé à quelque chose de physique. Le design patent, ça peut être vraiment bien. Alors, sur ces points, on va avoir des acteurs, par exemple, donc toujours dans mon cas du diabète, et on a des acteurs du diabète, Roche et Abbott, dans leur filiale, c'est normal. Medtronic, ils ont 40% du marché à peu près sur l'ensemble du dispositif médical. On n'est pas surpris de les voir là. Dexcom, Samsung, etc. Donc, Terumo, c'est des acteurs, on va dire, qu'on connaît bien dans le modèle, dans le système du dispositif médical. Et donc, à peu près 10 000 inventions brevetées, dont 13% appartiennent au top 10 des acteurs. Alors, un point à souligner, il y en a beaucoup qui sont en contentieux, beaucoup qui font l'objet d'opposition de brevets, et puis je ne vous l'ai pas mis, mais en licensing, il y avait 0. Voilà. C'était intéressant, ça veut dire que chacun, c'est la course, hein, et chacun, en fait, dépose au maximum. Alors, sur le software maintenant. Sur le software, on peut faire 2 choses, hein, comme le rappelait tout à l'heure très bien Jean-Robert. On peut utiliser brevet, on peut utiliser du droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur, effectivement, il faut bien enregistrer les codes sources. Et comment est-ce qu'on fait pour les enregistrer? On leur donne une date certaine. Donc, j'ai cité l'APP, il y a le GitHub et les autres. Il ne faut pas oublier de leur donner une date certaine. Un droit d'auteur, ça part toujours à partir d'une certaine date. Normalement, c'est la date de création. Et on vous dit, à partir du moment où vous créez votre code, il est à vous. Ben oui, mais c'était quand, en fait? Et si on n'arrive pas à répondre à cette question, on a beaucoup de mal, en fait, à faire valoir son droit d'auteur. Et les brevets, comme on disait tout à l'heure, ils protègent les fonctionnalités des logiciels. Donc, il faut que ce soit une solution technique, un problème technique. Il faut que ce soit éligible, c'est-à-dire écrit d'une certaine manière. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment présenter des caractéristiques techniques et une manière d'écrire la revendication, que ça passe bien. Et puis après, il faut que ce soit nouveau, c'est-à-dire que ça n'existe pas déjà, ça n'a pas déjà été décrit. Attention aux publications intempestives. Et puis inventif, c'est-à-dire que ça ne découle pas directement de l'état de la technique de manière évidente pour l'homme du métier. D'accord? Beaucoup de brevets aussi sur le software. Donc, ceux qui se posaient encore des questions de savoir si les logiciels étaient brevetables, eh bien, leurs fonctionnalités sont brevetables. C'est vraiment ça la réponse. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne voit pas du tout les mêmes personnes qui arrivent. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours notre Abbott Diabète et Roche et tout ça. Ah ben, ils sont là, oui, et Philips. Mais on a aussi Samsung qui, quand même, casse la baraque. Alors, ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Si on regarde les choses, Samsung n'était pas tant présent que ça sur la partie hardware, mais ils sont probablement dominants sur le marché du software, correspondant au glucomètre. Donc ça, c'est un point qui est quand même super intéressant. Je vous souligne aussi la présence de Google et d'Apple. Tous les GAFAM d'ailleurs, aujourd'hui sont très intéressés par la santé et ont développé énormément de choses. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la santé et l'IT étaient finalement des secteurs industriels qui se rejoignaient et que ça, c'est relativement récent.
c'est une réalité. Et d'ailleurs, je crois que Barbara et Jean-Robert seront d'accord avec moi pour dire que nos métiers ont beaucoup évolué pour justement arriver à quelque chose de plus intégré en fait entre les technologies. Voilà. Alors maintenant, on va parler de la data. Alors moi, j'aime beaucoup parler de la data parce que c'est un peu mon dada, c'est-à-dire que les questions qui se posent sont toujours posées à plein de niveaux sur la data. Et la question de la quantité, évidemment, arrive toujours à un moment. Alors, combien de data faut-il pour que la data commence à être intéressante et à avoir une valeur? Ou combien en faut-il pour commencer à avoir une base de données qui non seulement nécessitait des investissements et une présentation originale, mais aussi, finalement, porte une valeur? Alors là, ça c'est une très belle question sur laquelle il y a des réponses qui peuvent varier en fonction de pas mal de choses. D'abord, elles peuvent varier en fonction du fait que la première question à se poser, c'est combien de data il faut pour finalement arriver à faire marcher, par exemple, les dispositifs de machine learning qui vont permettre de les analyser et d'en déduire des choses intéressantes, de faire de la prédiction ou de faire quelque chose. Combien de data faut-il pour s'assurer de la performance en fait du moteur qu'on va utiliser? Il faut vraiment regarder que le réseau de neurones, c'est un peu comme un moteur et que plus on va avoir de données, en général, meilleures sont les performances. Donc, les données de patients, il y a des données brutes, il y a des données agrégées, il y a des données à noter. Et il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus et sur les données pour dire, ben voilà, plus on va être évolué dans le traitement de la donnée, plus on va augmenter la valeur de cette donnée. Alors, c'est vrai, mais d'abord, il faut vraiment comprendre que la première chose, eh ben, c'est la donnée elle-même, quoi. Où est-ce qu'on va récupérer la donnée et comment ça fait? Donc, cette donnée, enfin, ces milliers, parfois millions de données, sont des actifs extrêmement désirables. Et moi, je crois beaucoup que ce qui conduit le monde, c'est le désir. C'est-à-dire que finalement, si on cherche à faire tout ça, c'est parce qu'on est tendu vers un objectif. Donc, la valeur des données, elle va se calculer évidemment par rapport à la qualité des données. Hein. Et donc qu'est-ce qu'on appelle une donnée brute? Est-ce qu'elle a déjà fait l'objet d'une curation? Est-ce qu'on a besoin de faire une curation ou pas du tout? Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez dans un autre exemple, si vous prenez, il y a pas mal de logiciels qui vont essayer de prédire si un embryon à quelques jours va pouvoir donner lieu à un enfant. Et on utilise pour ça parfois des vidéos brutes. On n'est pas forcément obligé d'utiliser des données d'une qualité incroyable. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, on va utiliser souvent des technologies ultrasons comme l'échographie, mais la qualité de la donnée n'est pas forcément un critère exact pour voir tout ce qu'on a besoin de voir. D'autres fois, c'est absolument indispensable d'avoir une très très bonne qualité de données. La quantité des données, le format dans lequel elles sont enregistrées, la capacité de lier les données d'abord entre elles et puis l'interopérabilité, et le type de données, est-ce qu'elles sont déjà ou pas pseudonymisées, anonymisées, agrégées, etc. Voilà. Donc, ces premiers calculs, en fait, à chaque fois, on va pouvoir mettre une pondération. Tout peut être important, mais suivant les cas, quelquefois c'est le point 2, la quantité, qui va être le plus important. Quelquefois c'est le point 3, parce qu'en fait le format est inexploitable, donc ça ne sert à rien. De manière générale, on sait que par exemple pour un deep learning, les performances ne cessent d'augmenter avec la taille, donc le nombre en fait des données, selon une loi de puissance. Donc ça, c'est des choses qu'on sait. Il y a un petit rapport du NHS, donc qui est on va dire le service de santé, l'assurance maladie, si je peux m'exprimer comme ça, anglais, qui dit nous, on a 55
de dossiers patients. Donc, c'est quand même de la donnée assez brute. Et on pense que ça vaut plusieurs milliards de pounds. Et le pound, ça vaut plus qu'un euro, hein, comme vous vous en souvenez. Donc, je vous laisse imaginer combien ça fait. Alors, on ne sait pas très bien si le NHS a des données, dans quel état sont les données dont il parle. Et c'est un peu une généralisation qui est peut-être un petit peu rapide quand même. Parce qu'en fait, il faut faire ces seconds calculs qui sont quel est l'intérêt marché de ces données. Est-ce qu'il y a ces données, elles sont adaptées pour un but particulier. Ça, c'est important. Quel est l'intérêt stratégique pour l'organisation d'acquérir ces données? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les obtenir par ailleurs? Est-ce que ces données sont absolument indispensables pour pouvoir continuer à travailler, continuer à gagner des parts de marché? Et enfin, est-ce que ces données sont disponibles ailleurs et à quel prix? Donc, c'est intéressant de voir que sur un objet connecté, on a des modèles économiques qui sont en fait très variés. C'est-à-dire qu'on a souvent un double modèle qui va être le produit lui-même, combien je peux le vendre, ce qui va être remboursé par la Sécu, enfin, tout notre réflexion habituelle, je dirais, dans le domaine des dispositifs musicaux, est-ce que j'ai des réglementaires à faire, etc. Et puis, toute la question des données, à qui appartiendra les données qu'on va récupérer, est-ce que c'est à l'utilisateur final, est-ce que j'ai besoin de récupérer ces données pour faire améliorer, pour faire d'autres gammes de produits, pour améliorer mon produit. Et il y a on va dire, des joutes contractuelles de plus en plus incroyables autour de ces données. Et si je te transfère mon objet connecté à toi, grosse société, est-ce que je peux quand même récupérer un petit peu de données à la fin? Ça, c'est un vrai sujet de contrat, par exemple. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les questions de l'objet connecté. Et voilà. J'espère que c'était assez clair. Merci, Caroline, pour la présentation. On a une première question donc, de la part d'Élodie. Souhaite-t-elle prendre la parole pour la poser? Je peux effectivement. Bonjour. Bonjour. En fait, vous avez évoqué le design comme une piste de protection. Du coup, dans notre startup Avatar Médical, on a eu sur des prototypes beaucoup de remarques justement sur l'originalité, le fait que les gens appréciaient certains types de design. Je voulais en fait vous donner la possibilité de commenter sur l'intérêt ou des exemples de design d'interface utilisateur de logiciels. Merci. Donc, alors ça c'est merci de cette question parce qu'elle est très très bonne. Quand on fait un logiciel, on a toujours ce côté d'interface et vous savez, je vais le comparer à quelque chose. Cette interface, je vais la comparer à la boîte jaune que vous voyez sur cette slide. Vous voyez? Sur cette boîte-là, vous avez plein d'éléments. Vous avez une couleur, vous avez un petit papillon, vous avez plein de choses là-dessus. Et puis, vous avez quand même le design de l'objet aussi. En fait, les interfaces graphiques, on peut les protéger pas mal par le design patent, enfin, ce qu'on appelle le dessin et modèle en français. Et c'est intéressant quand on a vraiment des éléments distinctifs. C'est-à-dire soit ce qu'on appelle une trade dress pour les marques, c'est-à-dire un ensemble. Cette boîte, on va la reconnaître. L'exemple le plus frappant de la trade dress, c'est la boîte de Doliprane. Parce que la boîte de Doliprane, vous la reconnaissez au fond de la pièce, vous savez voilà, vous la reconnaissez tout de suite. Cette capacité, en fait, à reconnaître, à être très, très distinctif, eh bien, on va la retrouver dans les interfaces graphiques. Et donc, le fait de protéger les interfaces graphiques par un dessin et modèle, ça peut être tout à fait intéressant pour empêcher qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse un site qui ressemble, qui ressemble vraiment fortement. Alors, le dessin et modèle, c'est cumulable avec le droit d'auteur, donc ça, c'est intéressant aussi. Ça protège un petit peu plus largement que le droit d'auteur, et puis surtout, c'est un droit qui est déposé, peut durer jusqu'à 25 ans, c'est par période de 5 ans, hein.
il peut durer jusqu'à 25 ans, et donc il permet très facilement chez un juge de dire bah, regardez le site qui s'est ouvert, franchement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une reproduction et que l'originalité qu'on avait dans notre dessin et modèle, eh bien, elle est là, clairement, il y a quelqu'un qui s'est mis dans le sillage de cette originalité. Et ça c'est vraiment très intéressant parce que pour un juge, eh ben, c'est facile. C'est facile de juger ça. C'est pas comme un brevet c'est un peu plus compliqué quand même. Hein. On a des juges qui sont d'ailleurs de plus en plus spécialisés. Mais là, c'est très simple. Et c'est très distinctif. Et c'est très fort pour l'image de la société et du produit. Merci beaucoup, c'est intéressant. Je pense qu'on va y réfléchir. Merci à vous, Élodie, pour votre participation. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions entre-temps, indiquez en levant la main via la plateforme, et puis comme ça, on pourra les traiter en direct. Peut-être, Caroline, en attendant, est-ce que toi aussi, tu as un peu des bonnes pratiques associées donc, à ce cas d'usage à formuler à nos adhérents sur comment bien mettre en place la stratégie pays pour l'objet connecté? Ouais. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, quand on fait de la propriété industrielle, dans propriété industrielle, il y a propriété. Donc, est-ce qu'on est bien propriétaire de ce qu'on prétend? Ça va être très important. Hein. Souvent, on a plusieurs acteurs qui agissent. Puis, on a industriel, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien imaginer que si on fait tout ça, c'est pour en avoir un usage industriel. Et ces finalités, elles sont particulièrement importantes. Donc, on ne fait pas des brevets pour se faire plaisir ou mettre sur sa cheminée. On fait des brevets pour faire du business. Et ce côté très orienté business, ça veut dire que le modèle économique, en fait, est le point de départ de la stratégie de propriété intellectuelle. Donc, le modèle économique, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ben voilà, moi, je veux faire un objet connecté, peut-être pour le développer jusqu'au marquage CE, mais après, pour peut-être contractualiser avec un plus grand que moi pour la distribution. Donc, quand on fait un modèle économique qui est comme ça, ben, typiquement, il faut acquérir quand même pas mal de droits pour accumuler de la valeur et pas mal de données pour accumuler de la valeur pour le jour où on fera un beau contrat. Voilà. Et à chaque fois, quand on veut, par exemple, tout faire par soi-même, ce qui est tout à fait possible dans le monde du logiciel, parce que ça réclame un petit peu moins d'investissement, il faut réfléchir peut-être un petit peu différemment. Donc, toujours appliquer sa stratégie globale de propriété intellectuelle à son modèle économique. Et puis, je voudrais aussi dire que c'est le modèle économique et la stratégie de l'entreprise qui viennent en premier et que la stratégie de propriété intellectuelle, elle vient là en support pour la rendre concrète. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment d'échanger sur la manière d'utiliser en fait la stratégie de propriété intellectuelle pour implémenter la stratégie corporate. Et ça s'entend très bien, les investisseurs, ils aiment beaucoup ça. Parce que du coup, il y a une grande cohérence. Et finalement, qu'est-ce qu'on demande le plus dans tous ces sujets-là? C'est d'apporter de la cohérence. Puis le deuxième point, c'est qu'il y a donc double modèle économique. Hein. Il y a un modèle économique sur un objet connecté, il y a un modèle économique sur les data. Toujours. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Double modèle économique égale double gain. Donc, c'est pas mal. Très bon point, en effet. Est-ce que peut-être, Barbara, Jean-Robert, vous avez également des retours d'expérience par rapport à ce cas d'usage que vous voulez présenter un petit peu de manière très succincte à nos adhérents? Oui, donc Caroline a déjà dit beaucoup de choses. Le sujet de départ, c'était l'IA et les objets connectés. Les brevets IA, on va être sur les mêmes types de problématiques que celles que j'ai pu évoquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, évidemment, de dire je prends les données, je fais passer dessus un réseau de neurones et ça me donne les résultats classifiés. Il faut, si on veut être sur des dépôts sur ces sujets-là, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut creuser plus, être sur la façon dont le réseau de neurones fonctionne, sur les différents étages. Et c'est là où on pourra positionner des choses côté brevet.
Et sinon, la présentation de Caroline était très complète et voilà, pas grand-chose à rajouter. Merci Jean-Robert, c'est gentil. Un beau travail d'équipe. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est d'aller vers la conclusion, à moins que Barbara souhaite aussi ajouter un petit retour. Non, non, je suis complètement en phase avec Jean-Robert. La présentation de Caroline est très complète. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Super, merci. Est-ce que Caroline, je peux lever la main pour le début de la conclusion? Oui. Ouais. Je lance le partage écran? Oui, oui, moi j'ai arrêté normalement. Voilà. Ok. Ouais. Normalement, il se lance. Est-ce que c'est bon? Parfait. Super. Donc, on arrive après au dernier temps de cet échange avec la conclusion. Hop. Et je vous laisse la parole. Alors là, normalement, Caroline, on commence et toi, tu finiras, c'est ça, hein? Ok. Oui, oui, très bien. Donc, les points importants à retenir de cette présentation, évidemment, vous avez eu beaucoup d'informations aujourd'hui et certainement beaucoup trop et en même temps pas assez. Donc, on est là pour ça, pour vous apporter les éclairages qui vous préoccuperont, enfin, sur les questions qui vous préoccuperont. Mais déjà, à retenir, c'est que le domaine de l'IA, de la data appliquée à la santé, c'est un domaine technique particulier, mais qui est en plein essor. Les choses bougent, elles bougent très vite, elles bougent partout. Ce qui était une vérité hier ne le sera pas demain. Donc, il faut avoir en tête que voilà, une solution un jour sera certainement améliorable facilement le lendemain. Donc déjà, l'idée de cette progressivité, de ces changements réguliers, ce que nous, on apporte au niveau de la propriété intellectuelle, à travers tous ces moyens, tous ces outils, c'est qu'il y a un grand champ d'adaptabilité de tout ce que l'on peut faire sur le plan de la propriété intellectuelle. Les outils n'étaient pas forcément pensés pour l'intelligence artificielle et le traitement de données, mais ils ont su s'adapter et la pratique aidant, on les adapte de mieux en mieux, de plus en plus. Et puis on voit bien que les offices s'adaptent aussi en réponse à ces développements économiques et techniques. Donc, il y a toujours quelque chose à faire, en fait, quel que soit votre sujet, votre préoccupation, quel que soit votre besoin, vos attentes, votre marché, vos contraintes, il y a toujours quelque chose à faire. Maintenant, effectivement, il faut déterminer, mais quoi exactement? Et dans quel ordre, s'il y a plusieurs actions possibles. Donc, l'idée de la stratégie. La stratégie, c'est fondamental, c'est réfléchir un peu plus loin que le jour même, c'est prévoir un certain nombre d'actions qui ont une cohérence les unes avec les autres, qui vous permettent de devenir plus fort, plus solide avec le temps, face à la concurrence notamment. Et c'est l'idée d'avoir une stratégie, ça n'a de sens que si derrière on suit la stratégie, d'une part, mais surtout si on l'adapte aussi à l'évolution de l'activité, de sa recherche, des besoins de son marché, etc. Donc, une stratégie à réfléchir, à mettre en place, qu'il faut surveiller
et qu'il faut faire évoluer. Et puis, comme on l'a dit, à travers cette stratégie, les actions à entreprendre derrière. Il ne suffit pas d'avoir une belle stratégie sur le papier, il faut ensuite se donner les moyens de faire les choses. Donc, la stratégie tient compte aussi pour ça des contraintes, qu'elles soient dans le temps, financières, pour justement ordonner et essayer de coordonner les actions dans le temps par ordre de priorité et en fonction des besoins. Donc, ce sont les 3 grandes idées à retenir. Toujours quelque chose à faire, mais pas n'importe comment, et le faire de manière pensée, réfléchie, et le faire évoluer, l'adapter à son business. La parole est à Caroline maintenant, je pense, pour le mot de la fin. À moins que Jean-Robert, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, juste sur la stratégie, je pense qu'il y a 3 axes à retenir. On a, dans la présentation d'aujourd'hui, en tout cas, on a vu la question des dépôts, que ce soit les brevets ou les dessins et modèles. C'est une première chose, et ce sont des choses sur lesquelles il faut s'arrêter régulièrement. Donc, moi, je dirais que de ce point de vue-là, vous avez intérêt à organiser les équivalents de petits comités qui régulièrement font le point sur là où vous en êtes, sur les innovations et sur les stratégies que vous choisissez pour les sujets qui émergent. Est-ce que vous déposez? Qu'est-ce que vous déposez? Un brevet, des dessins et modèles, des certificats d'utilité. Il y a des tas de choses possibles. Et où est-ce que vous déposez? Quel coût est-ce que vous voulez y consacrer? Quel objet? Qu'est-ce que vous voulez protéger exactement? Donc ça, voilà, je pense que ça se fait avec ces points réguliers à travers des comités propriété industriels qui se réunissent régulièrement pour suivre les projets. À côté et en complément, il y a évidemment un suivi des contrats. Je pense qu'il y a, pour ceux qui ne s'étaient pas encore posé vraiment la question, faites auditer vos contrats, vérifiez qu'à tous les stades, vous avez bien organisé la remontée de la titularité, de la propriété, vous avez bien organisé la confidentialité. Donc, ça, c'est probablement le 2e axe. Et le 3e axe, on l'a vu, c'est aussi d'organiser la confidentialité, la protection du savoir-faire et être capable de tracer les choses. Donc, vous avez, à mon avis, là, vous avez 3 axes d'action potentiels. Voilà, alors du coup, je suis, bon, évidemment, je m'associe tout à fait à ce que viennent de dire Barbara et Jean-Robert. Je pense qu'on a à peu près les mêmes messages. Je voudrais rappeler que la propriété intellectuelle, c'est une source d'information très importante. Hein. Tous ces brevets-là, je suis sûre que vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est-à-dire que finalement, est-ce que mon projet il doit se situer ou pas par rapport à des gens dont j'ignorais même qu'ils pouvaient avoir des brevets. Donc il faut bien savoir où on met les pieds et si on va être voilà, libre d'exploiter le projet. Donc ça fait vraiment partie de la stratégie. Est-ce que tout m'appartient et est-ce que devant moi il n'y a pas un obstacle majeur qui s'appelle par exemple Samsung. C'est important parce que cet obstacle-là, ça peut devenir aussi mon meilleur partenaire. Ça fait partie de la stratégie. Donc intégrer de la veille brevet, intégrer voilà, des études de liberté d'exploitation. Voilà. Quand mes enfants étaient petits, c'était il y a déjà un petit moment, j'avais un livre comme ça qui s'appelait Tous les enfants seront doués. Et ben, je crois que c'est un peu pareil là. Tous les projets qui intègrent de l'intelligence artificielle sont prometteurs et je crois beaucoup qu'en fait, aujourd'hui, avoir 40 000 brevets, c'est très peu, quoi. Aux États-Unis, 40 000 en Chine, c'est pas grand-chose.
La seule question qu'on peut se poser, c'est de dire, bah, nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on a envie d'en acquérir ou pas? Est-ce que le système des brevets ne serait-il pas un jeu où quand on joue pas, on perd? Ça, c'est une vraie question. Finalement, est-ce que on ne devrait pas s'y intéresser tous collectivement pour savoir finalement si ce qu'on a fait, notre savoir-faire à nous, il n'a pas une valeur qui mériterait d'être breveté. Voilà. Merci Caroline pour ce complément. Merci Barbara et Jean-Robert. Est-ce que vous, par rapport également au vu du contexte actuel, l'année actuelle, vous avez pu voir peut-être des stratégies se modifier avec l'impact du confinement sur la stratégie des entreprises? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui a un impact? Ce n'est pas un sujet qu'on a abordé aujourd'hui, mais quand même, il y a eu un sacré ressenti auprès de nos adhérents sur ça. Est-ce que vous avez aussi un peu des retours sur cette dimension-là? Alors, nous, on en a eu des retours. D'abord, on a vu que le fait d'être confiné, ça permettait à certains de prendre beaucoup de recul par rapport à ces questions et du coup, de s'en poser plus. Donc, on a eu beaucoup d'échanges visio, bien sûr, hein, pendant les confinements. Et ça, je pense que le fait d'être un petit peu contraint a finalement libéré pas mal de créativité. Super. Et de votre côté, Barbara, Jean-Robert? Moi, je confirme tout à fait. Je pense que cette période de confinement a permis à certains d'aborder un peu plus la propriété industrielle qu'ils ne le faisaient, de se poser pour le faire. Et voilà, donc c'est le moment de tout mettre au carré sur ces sujets-là. Parfait. Eh bien, merci à vous pour vos retours. On arrive sur les dernières minutes de la masterclass, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser directement et puis comme ça, je peux les rediriger moi après auprès de Caroline, Barbara et Jean-Robert. Qu'on tenait tout particulièrement à remercier pour cette session, donc travailler en duo pour les adhérents. Donc, on espère que ça vous a plu. Le replay sera disponible, donc n'hésitez pas également, on pourra vous envoyer le lien. Et en mot de fin, donc on va faire un petit point un peu par rapport à Regimbo et Icosa pour leurs prochains événements, puisque Regimbo participera de nouveau à une masterclass dans le cadre du club des partenaires sur les enjeux collaboration grands groupes et PME, comment valoriser ses actifs pays en fin d'année. Donc sur le même format qu'aujourd'hui. Et nous avons Icosa qui donc interviendra avec le LES sur la proposition associée à la stratégie licensing. Voilà. Oui, Barbara. C'est bon pour vous? Caroline, c'est bon également et Jean-Robert aussi? Voilà. Oui, je voulais juste dire pour ceux qui ne connaissent pas le Licensing Executive Society, c'est une association qui est vraiment un endroit où les professionnels, un peu comme à Médicène, c'est-à-dire un endroit où les professionnels du droit surtout se retrouvent. Donc voilà, moi j'anime, je co-préside avec Véronique Blum la partie IP Valuation, puisque vous avez compris que ça m'intéressait, et donc toute l'année là on a travaillé sur l'évaluation des data. Et ce webinaire, il remonte en fait le cas du Généton avec 6 sur ce fameux médicament le plus cher du monde, qui soigne des tout petits enfants qui ont la SMA et qui coûte 2,1 millions pour une injection. Et donc la question était de dire, est-ce que le Généton a bien recueilli tous les fruits de son travail initial? Et voilà, donc c'est assez intéressant. Super. Alors, puisqu'on est sur les messages teasing, la question des data que l'on a abordée là, que Caroline abordera lors du prochain webinaire, elle sera également abordée sous l'angle relations contractuelles et partenariats lors du prochain webinaire, enfin de la prochaine masterclass avec Marc Leviels. Tout à fait. Et d'ailleurs, le lien sera communiqué dès aujourd'hui si ça vous intéresse par rapport à ce volet-là.
Merci à vous tous et bonne journée. Merci. Merci. Belle journée à tous et bon week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir.